Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la rédaction de l'ADN pour notre émission Tendance de vendredi, tous les vendredis de 12h à 12h30. Aujourd'hui, on avait envie de faire une émission un peu spéciale, on est en janvier, le dernier jour du mois de janvier, pour cette émission. Et donc, nous voulions revenir un peu sur les tendances annoncées en 2021. Vous savez que le mois de janvier, c'est le mois de tous les carnets de tendances, donc on en a beaucoup lu. On a nous-mêmes produit un certain nombre déjà d'hypothèses sur ce sujet, donc on avait envie de revenir avec vous. Alors en 2020, on a été évidemment amené à beaucoup de modestie pour ceux qui travaillent dans les tendances. Personne n'avait prévu l'ampleur de ce qui allait se produire, pas plus nous que les autres. Mais c'est vrai qu'à l'ADN, on a eu l'impression de passer une troisième étape. La première étape de notre existence, en 2015, quand on a lancé la revue de l'ADN, on avait pour conviction que la révolution numérique était évidemment un phénomène majeur, mais que ce n'était surtout pas un phénomène réservé aux professionnels de la profession. Alors nous, notre famille d'origine, c'est plutôt les gens du marketing, de la communication, de l'innovation. Et donc, tout notre travail a été de dire attention, la révolution numérique est un phénomène majeur qui va évidemment impacter les business, mais bien au-delà des business, ça va impacter la politique, la société, notre représentation du monde. Donc ça, c'était un peu notre premier mantra. Deuxième mantra, en 2018, on vous l'annonce, on fait notre mea culpa, on vous dit ok, la révolution numérique est un phénomène majeur, mais c'est juste un apéricule par rapport à celle qui arrive et qui aura de la même façon des impacts évidemment sur les business, évidemment sur la politique, la géopolitique, nos sociétés, notre façon de voir le monde. Et là, on vous parlait de la transition énergétique, la transition climatique. Alors en 2020, on a pris un autre choc, comme vous tous, avec la pandémie, et on s'est aperçu que nous avions raison de parler de révolution, nous avions raison de dire que les phénomènes vitaux étaient engagés pour les entreprises comme pour le reste, et qu'effectivement, nous étions rentrés dans un cycle de crise systémique, et que donc nous allions tous devoir apprendre à être ce qu'on appelle des HRO, des entreprises, des organisations à haute fiabilité. Alors, qu'est-ce que c'est les HRO? C'est des organisations qui apprennent à gérer la crise parce que c'est natif pour elles. C'est les gens du militaire, du nucléaire, de la médecine, qui ont donc engrammé dans leur ADN, sans mauvais jeu de mots, le fait que la crise est forcément dans l'équation. Donc, cette année, en 2021, évidemment, nous sommes complètement dans cette perspective de dire la révolution numérique, on ne fera pas sans. La révolution et les enjeux climatiques, on ne fera pas sans non plus. Et il va donc falloir apprendre à tous être des HRO, des organisations à haute fiabilité. Pour parler des tendances 2021, celles qu'on a repérées pour l'instant, l'équipe de l'ADN, je suis très heureuse d'être entourée de Mélanie Rosen, la rédactrice en chef de l'ADN, qui aujourd'hui sera vraiment sur sa casquette de ta rubrique, c'est-à-dire le business, Marine Proté qui s'occupe de la technologie, Margot Dussert qui s'occupe de la créativité, David Julien Ramil qui est sur les médias et Alice Huot qui s'occupe de la société et des usages et des comportements. Donc, chacun d'entre vous, vous avez préparé 3 tendances, c'est pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps, donc c'est un peu un défi qu'on s'est mis. 3 tendances pour regarder à quoi peut ressembler cette année. Juste un rappel, vous avez à droite, maintenant tout le monde est à l'aise avec ça, un chat évidemment où on peut converser, où on vous fera apparaître les articles que nous citons, mais aussi une section questions, et normalement nous aurons un peu de temps pour quelques questions à la fin de cette émission qui se termine à 12h30. Mélanie, on commence avec toi. Tu as voulu parler de management. Cette année, il va falloir manager différemment, avoir d'autres comportements en matière de leadership. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que tu as préparé 3 H. Exactement. Ce qu'on a essayé de faire pour ces tendances, c'est trouver des principes de management qui pourraient s'appliquer un peu à toutes les organisations, quel que soit leur secteur. Le premier H, c'est l'humilité. Ça peut paraître un peu contre-intuitif. On pourrait se dire qu'avec la crise, on a besoin de managers qui soient un peu des super-héros. C'est vraiment le contraire. On a besoin de managers qui soient humbles. À ce titre, l'universitaire américaine Marilyn Gist a publié un ouvrage sur le sujet. Donc, elle explique vraiment comment les leaders qui sont humbles sont plus efficaces et meilleurs que les autres. Elle explique un peu comment faire. Elle explique que c'est valable pour les pays, mais aussi pour les entreprises, évidemment. Dans le monde du travail, la première chose à faire pour être un leader humble, c'est de considérer toutes les personnes qui travaillent au sein de la boîte dans leur ensemble et dans leur dignité, et pas simplement se concentrer sur les personnes
qui occupent les fonctions de top management. Ça passe par des salaires équitables, par ne pas surrécompenser les hautes strates de l'organisation et accepter que toutes les expériences soient différentes et d'en tirer les leçons. De fait, quand on regarde les pays qui s'en sont le mieux sortis pendant la crise, on pense assez immédiatement à la Nouvelle-Zélande, qui est un pays qui a brillé par sa gestion notamment du confinement. On avait écrit un article sur le sujet, Nicolas va vous le partager dans le chat, donc sur Jacinda Ardern, la première ministre, et la façon dont elle s'était adressée notamment à la population néo-zélandaise. Elle avait organisé un live Facebook sur son smartphone en tenue assez décontractée. Elle s'était vraiment mise au niveau des citoyens en comprenant leurs craintes, leurs angoisses, voire en s'excusant de la façon dont la pandémie était gérée dans le pays. On a vu beaucoup de médias titrer à ce moment-là sur le fait que les pays qui étaient dirigés par les femmes s'en sortaient mieux. Là, on va vous partager aussi un article du New York Times qui analyse le phénomène et qui montre bien que ce n'est pas une question de genre, mais une question d'attente. En fait, on a vraiment intégré dans l'imaginaire collectif qu'un leader fort, c'était un leader qui était sûr de lui, intransigeant, quasiment un surhomme. On l'a vu juste avant. En fait, peut-être que les qualités d'humilité seraient les bienvenues. C'est plus difficile pour les hommes peut-être de casser les stéréotypes de genre dans lesquels ils ont été enfermés par toute la culture, les écoles de management et compagnie, mais ce n'est pas évidemment impossible d'inverser la tendance. Et donc, pour ça, je renvoie vers l'ouvrage de Marilyn Gist dont je parlais juste avant. On va partager un article qu'on a écrit sur le sujet qui montre un peu la voie pour ces leaders humbles. Donc, humilité d'abord. Ouais. Quel est le deuxième H dont tu voulais nous parler? Le deuxième H, c'est l'humour. Et c'est de Stanford que nous vient la tendance, puisqu'on y dispense des cours d'humour aux futurs dirigeants. Donc comme ça peut paraître anecdotique, mais on rappelle quand même que Stanford, c'est l'école de commerce la plus sélective des États-Unis, donc on s'y intéresse quand même un petit peu. Le constat de départ, c'est une énorme baisse de confiance des employés envers leurs dirigeants. On a à ce titre une étude qui montre que 58% d'entre nous feraient plus confiance à un inconnu complet qu'à nos propres patrons, donc ça en dit long sur ce qu'on ressent. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avoir confiance en nos dirigeants? On a besoin de leaders qui sont humbles, on l'a vu, qui parlent comme des gens normaux. On veut plus des surhommes, on veut des gens qui assument leurs faiblesses, leurs difficultés, leurs failles. Et le pari des équipes de Stanford, c'est se dire que l'humour, pour être plus authentique et accepter ses défauts, en général, ça passe assez bien. C'est pas une tendance qui est juste là pour être sympa. Faire de l'humour, ça crée plus de cohésion, ça permet une meilleure communication et ça crée aussi plus de performance. Ok, le troisième H. Ouais, désolée. Juste, on partage évidemment dans le chat l'article qui parle des cours d'humour à Stanford. Le troisième H, ce sont les HRO dont tu parlais, Béatrice, au début, donc les entreprises à haute fiabilité. On a beaucoup écrit sur le sujet dans l'ADN. On vous partage un lien pour comprendre le concept. Mais si on doit résumer, les HRO, ce sont des organisations qui sont capables d'assumer les crises et de les affronter. À ce titre, on est tombé sur un ouvrage qui s'appelle « On ne dirige pas une boîte avec des camemberts ». En l'occurrence, les gens qui l'ont écrit conseillent plutôt de diriger les entreprises comme des cirques. Il y a des extraits du bouquin qui sont parus dans les Échos. On vous partage l'extrait dans le chat également. La comparaison peut paraître inattendue, mais en fait, elle est assez solide. Elle explique qu'une entreprise comme un cirque doit être vécue comme une œuvre commune, qui valorise les compétences de chacun, tout en étant composé de talents très différents. Il n'y a pas une star, il y a une vraie solidité de talents, de membres, une solidarité, et surtout, quand on a un problème, on le résout en équipe. C'est important de noter que la solidarité, elle est intergénérationnelle, parce que la cohabitation des générations en entreprise, parfois, elle est compliquée. On va vous partager 2 enquêtes qu'on avait écrites il y a 3 ans sur le sujet, sur la cohabitation entre millennials et seniors, et c'était vraiment pas simple. Les tensions naissaient parce que les savoir-faire étaient différents, les codes étaient différents. Là, au cirque, c'est l'inverse. Ceux qui ont la force physique n'ont pas l'expérience, l'inverse est vrai aussi, et chacun puise ses forces chez l'autre plutôt que d'appuyer ses faiblesses. Ok, merci Mélanie. Donc, une année humble, pleine d'humour et en essayant d'apprendre de ces organisations à haute fiabilité. Alice, tu as publié ce matin une qui parle des tendances vues par le Futur 100, l'agence Wunderman. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as résumé leur approche?
Oui, alors effectivement, chaque année, Wunderman Thompson donne ce rapport Futur 100 qui détecte 100 tendances dans 10 secteurs différents. Je me suis intéressée de près et ce que j'aime bien faire, c'est en fait essayer de trouver des tendances transverses en fait à tous ces secteurs et qui montrent vraiment ce qui sous-tend en fait tous nos modes de vie. Et cette année, ce que j'ai vu, c'est vraiment 2020, ça a été le cas pour tout le monde, ça a été une sorte de séisme qui a un peu tout bousculé. Et 2021, on réagence les plaques tectoniques, on redessine les frontières. Et il y a différentes façons de redessiner des frontières ou de les modeler différemment. Il y a premièrement, les rendre plus poreuses. Le meilleur exemple de ça, c'est réel et virtuel. Donc, on n'a plus du réel contre du virtuel, on a du réel et du virtuel. On l'a vu pendant le confinement, les usages numériques ont explosé. Une étude du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs montrait que le jeu vidéo était devenu un vecteur social pour le grand public. Ça a toujours été le cas pour les gamers, mais aujourd'hui, c'est à l'ensemble de la population que ça s'adresse. Il y a un indicateur que je trouve assez fort, c'est Tim Sweeney, qui est le fondateur d'Epic Games, qui est le studio qui a créé Fortnite. En décembre 2019, on lui demandait si Fortnite était une plateforme ou un jeu. Il répondait un jeu, mais qu'il fallait lui reposer la question un an après. Ça a été fait sur Twitter. Et là, cette année, il dit qu'on se rapproche de plus en plus de la plateforme. Parce qu'en fait, Tim Sweeney, ce qu'il sait, c'est que le marché du jeu vidéo devrait atteindre 198 milliards en 2024. Et c'est pas du tout à cause de l'aspect divertissement, mais plutôt tous les autres usages, que ce soit corporate, que ce soit dans l'éducation pour faire des remises de diplômes ou dans la politique. On se souvient par exemple de Alexandria Ocasio-Cortez qui faisait du porte-à-porte sur Animal Crossing. Ok, les frontières qui deviennent poreuses, les frontières qui s'élargissent. Alors, les frontières qui s'élargissent, alors bien sûr, il y a toute cette conquête spatiale qui vit une seconde vie absolument formidable, mais c'est pas ça du tout dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, mais plutôt celle qui me frappe le plus, c'est l'élargissement du rôle des entreprises et des marques, et qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors déjà en 2019, Mélanie nous parlait de coopétition, qui est donc plutôt utiliser la collaboration plutôt que la compétition au niveau des entreprises. En 2021, ça va vraiment être quelque chose d'hyper important. Et il y a d'ailleurs une étude qui montre que 82% des jeunes pensent que les marques doivent privilégier la collaboration à la compétition. Donc ça, c'est clair. Ensuite, les entreprises doivent aussi faire attention au rôle qu'elles ont auprès de leurs salariés. On voit très bien qu'aujourd'hui, les salariés n'hésitent plus à demander des comptes à leurs entreprises, à les pointer du doigt, à même parfois les dénoncer. Donc, c'est quelque chose qui doit être tout à fait intégré par les organisations. Et enfin, elles doivent aussi faire attention pas que aux consommateurs, pas que à leurs salariés, mais même aux étudiants. On voit de plus en plus de liens entre l'éducation et le monde de l'entreprise. Aux États-Unis, il y a beaucoup de diplômes co-brandés. Et en France, on avait vu, par exemple, l'année dernière, de Total qui s'implantait sur le campus de Polytechnique et qui faisait énormément débat. Des frontières qui s'élargissent et des frontières aussi qui explosent. Tu insistais sur ce point entre vie personnelle et vie professionnelle. Évidemment, alors ça, tout le monde l'a vu en 2020, télétravail, ça a été vraiment, ça s'est brisé en 1000 morceaux, ces frontières. On n'a plus, les lieux de travail deviennent les lieux de loisirs et inversement. Donc, avec les staycations, on part en vacances là où on habite et où on travaille. Avec les workations, on travaille là où on part en vacances. Désolée. Et il y avait, Mélanie nous parlait de tous ces pays qui mettent en place des visas spéciaux pour les télétravailleurs afin de réactiver leur tourisme. Et ensuite, il y avait les Zoom Tones dont on parlait qui ont carrément rebattu les cartes de l'immobilier. Donc, ça va dans tous les sens. Et puis enfin, les nouvelles frontières, qui se dessinent avec les barrières immunitaires, le monde hygiéniste. C'est ça. Donc,
2020, c'était l'année du nouveau coronavirus, donc forcément, ça a apporté tout un tas de réflexions sur la protection immunitaire, sur les barrières. Donc, il y a notamment en design, il y a énormément de choses qui se passent, et dans l'industrie de la mode aussi, il y a toutes ces matières antimicrobiennes. Donc, par exemple, il y a une start-up qui s'appelle Volleyback qui a fait une veste qui est composée à 65% de cuivre et qui s'appelle Full Metal Jacket. Donc, oui, ils ont osé. Et qui, en fait, est connue pour ses vertus antiseptiques, antimicrobiennes. Mais il n'y a pas que les barrières immunitaires physiques, il y a aussi les barrières numériques. On a commencé cette année en vous parlant de surveillance dans cette émission. Et en fait, c'est quelque chose qui a aussi, il y a une prise de conscience qui s'est opérée, et aujourd'hui, la protection des données, la protection de son identité numérique est plus que jamais importante, et les consommateurs, les citoyens attendent des marques et des entreprises qu'elles facilitent cette gestion des données. Merci Alice. Alors Marine, toi tu es plutôt concentrée sur le domaine de la tech. On le voit évidemment, l'année 2020 a été la grande arrivée de la tech. On est tous tombés dans la matrice. C'est le thème qu'on a choisi, enfin l'un des thèmes qu'on a choisi et que l'on a défendu dans la prochaine revue de l'ADN. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Toi tu as voulu retenir trois tendances qui nous parlent des avatars, de la Chine et de l'intelligence artificielle. Ouais, alors la première tendance dont je voulais vous parler, qui est très en lien avec ce que vient de dire, ce qu'a dit Alice au début de son intervention sur le fait que les jeux vidéo deviennent des lieux sociaux pour le grand public. Donc c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dans les jeux vidéo pendant le confinement. Je crois que la croissance du secteur a atteint 20% en 2020. Et donc, c'est une tendance en fait qui s'accompagne de ce que on a appelé dans la prochaine revue l'économie des avatars ou l'économie des objets virtuels, si vous préférez. Donc, c'est-à-dire les achats que vont faire les joueurs pour personnaliser en fait le personnage qu'ils incarnent. Donc, l'emblème de ça, c'est le jeu Fortnite, où donc il y a un jeu gratuit, mais il faut savoir que 70% des joueurs dépensent de l'argent sur Fortnite. Ils y achètent notamment ce qu'on appelle des skins, donc des tenues virtuelles pour le personnage qu'ils vont incarner. Mais donc il y a Fortnite, mais il y a une foultitude de jeux où c'est possible de le faire. Et ce que je trouve intéressant, c'est aussi que cette tendance commence à se voir en dehors en fait du jeu vidéo. Il y a des plateformes, par exemple, qui proposent d'acheter des vêtements 100% virtuels, et qui ne sont pas apportés dans des jeux vidéo, mais simplement sur des photos que vous envoyez à la plateforme, et le vêtement va être adapté à votre morphologie. Donc une économie complètement numérique, de produits numériques qu'on achète sur le numérique et qu'on paye parfois avec de la monnaie numérique. Tu voulais nous parler de la Chine aussi et de son influence maintenant de le soft power. Oui, tout à fait. Ça fait un moment qu'on dit qu'effectivement la Chine est un centre d'innovation, évidemment, mais j'ai trouvé que cette année, on commençait vraiment à voir son influence dans nos usages numériques européens. Donc, ont longtemps été définis par beaucoup la Silicon Valley, puisqu'on utilise les grandes plateformes américaines, mais maintenant, on voit des usages chinois qui viennent en France. Par exemple, il y a le live shopping, donc c'est ces influenceurs qui vont faire du téléachat en gros, mais sur les réseaux sociaux, et ça dure pendant des heures, et voilà, c'est le téléachat réinventé. Et là, on voit ça, c'est typiquement chinois comme usage, et on voit que ça commence à arriver chez nous. Alors, sur la dernière tendance, tu voulais nous parler de l'IA, peut-être un nouveau gel sur l'IA, un nouvel hiver de l'IA. Alors, ouais, je ne sais pas si on peut parler de l'hiver de l'IA, donc pour ceux qui n'auraient pas, ne savent pas ce que c'est ces périodes en fait où la recherche en intelligence artificielle stagne un peu. Et voilà, il y en a eu une grosse période ère glaciaire dans les années 80. Aujourd'hui, il n'y a pas un ralentissement de la recherche, mais en revanche, je trouve qu'il y a une grande désillusion vis-à-vis de l'IA, notamment d'un point de vue économique. Il y a une étude récente du BCG qui montre qu'il n'y a que 11% des entreprises qui ont déployé l'IA qui voient de réels bénéfices, en fait. Il y a aussi beaucoup de travaux de sociologues comme ceux d'Antonio Casilli ou de Sarah T. Roberts qui ont montré qu'en fait,
derrière l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de petites mains qui travaillent, donc ces travailleurs du clic ou les modérateurs des grandes plateformes. Donc ça a aussi rendu en fait cette technologie un petit peu plus déceptive que ce qu'on en attendait. Voilà. Mais par contre, je pense que le prochain buzzword technologique dont vous allez entendre parler, c'est le quantique. Vous avez peut-être entendu qu'il y a une semaine, Emmanuel Macron a annoncé un plan de 1,8 milliard d'euros pour financer les technologies quantiques, donc ces ordinateurs notamment ou ces capteurs qui sont censés être bien plus puissants que les ordinateurs actuels. Et voilà, l'autre actualité qui me fait dire qu'on va beaucoup en entendre parler, c'est la Chine, des chercheurs chinois qui auraient atteint la suprématie quantique, pardon. Donc c'est ce stade en fait, c'est-à-dire qu'un ordinateur quantique est capable de résoudre un calcul qu'un ordinateur classique ne pourrait pas résoudre. Donc c'est ce stade que cherchent à atteindre toutes les équipes de recherche et entreprises qui travaillent sur cette technologie. Ok, merci Marine. David, de ton côté, tu t'intéresses aux médias. Tu as retenu 3 tendances. Tu vas nous parler de Twitch, tu vas nous parler des médias incarnés et de la politisation des réseaux sociaux. Effectivement, donc on connaît tous cette plateforme de streaming Twitch, donc qui a largement augmenté ses audiences pendant l'année 2020. Il y a beaucoup de gens qui se sont réfugiés dessus. On parle de 5 milliards d'heures visionnées pour cette année, c'est vraiment fantastique. Et on sait que voilà, le cœur de cible de cette plateforme, ça a toujours été la communauté des gamers, avec la diffusion de parties de jeux vidéo en direct. Mais depuis le confinement, du coup, et même un petit peu avant, le contenu est vraiment en train de se diversifier de plus en plus. On a notamment ce qu'on appelle sur place la catégorie IRL pour In Real Life, donc qui ne concerne pas les jeux vidéo et dans lesquels les streamers peuvent s'exprimer pour par exemple faire du débat, faire de la musique en direct, discuter avec leur communauté tout simplement, ou même regarder des films avec leurs followers. Donc on a vraiment un nouveau réservoir d'audience qui attire vraiment les médias, on va dire plus mainstream, plus classiques, parce que ça présente l'avantage d'instaurer des nouveaux rapports avec les communautés. On a beaucoup plus d'engagement, on a un direct, les gens peuvent commenter dans le chat, donc il y a vraiment des possibilités d'interaction et vraiment de fidéliser des gens qui sont vraiment très intéressantes. Donc pour l'instant, ce qu'on a pu voir en tout cas, c'est vraiment 2 médias, on va dire un peu vieux entre guillemets, qui se sont lancés. Je dis vieux parce qu'ils existent depuis longtemps. Donc on a d'un côté France Télévisions qui a officiellement lancé, je crois que c'est la semaine dernière, une émission d'interview avec Samuel Etienne. Alors Samuel Etienne, c'est un présentateur radio de la matinale de France Info. C'est aussi le présentateur de Questions pour un champion. Et donc voilà, il fait une émission régulièrement sur Twitch, avec des interviews qui ont dépassé quasiment les 200 000 viewers, je crois, la dernière fois. Donc, c'est vraiment phénoménal. Pour une plateforme comme ça, c'est vraiment gigantesque. Ok, donc vraiment l'avènement de Twitch et les médias qui s'y intéressent. Deuxième tendance, les médias incarnés. Oui, juste pour je précise, il y avait aussi donc Arte qui va lancer une émission en mars. Ensuite, la deuxième tendance, effectivement, c'est ce qu'on peut appeler les médias incarnés. Donc, c'est-à-dire que c'est un changement un peu subtil. C'est-à-dire qu'avant, les gens consultaient un média pour sa ligne éditoriale, pour son ton et pour la marque. Aujourd'hui, on va dire que on va vraiment suivre un journaliste ou un créateur de contenu en particulier, quel que soit le média sur lequel il est. Donc cette nouvelle logique, elle a plusieurs origines. On sait qu'il y a bien sûr les influenceurs et les créateurs de contenu qui se sont démarqués au fur et à mesure, peu importe la plateforme sur laquelle ils étaient. Mais on a aussi la montée en puissance d'une plateforme qui s'appelle Substack, qui est une plateforme de newsletter payante, notamment aux États-Unis. Ça marche vraiment plus là-bas, et qui a permis à des journalistes ou des écrivains de vraiment mettre les voiles de leur rédaction, de prendre leur audience qui leur était fidèle avec eux et de leur proposer une newsletter payante. Donc maintenant, ce qu'on va voir, ce sont des médias qui vont devenir un peu, en quelque sorte, des espèces d'agences de talent. Ils vont mettre les moyens pour recruter des profils qui sont déjà connus sur le web et qui ont déjà une audience qui les suit. Ils vont aussi proposer des newsletters vraiment exclusifs et personnalisés qui vont proposer un contenu très spécialisé. C'est notamment déjà le cas au Figaro, qui a lancé des newsletters qui sont réservés aux abonnés et qui sont créés par les journalistes, donc qui sont vraiment sur leur rubrique.
Et enfin, on a aussi d'autres médias comme Forbes, par exemple, qui a créé sa propre plateforme de newsletter à la Substack, et donc qui vont aussi essayer de se lancer dans ce business-là. Ok, troisième tendance, et on essaye d'aller un petit peu plus vite, David, sur la politisation, la nouvelle cartographie des médias sociaux. Voilà, donc on se rappelle tous un petit peu de ce qui s'est passé le 6 janvier dernier avec la prise, enfin cette espèce d'émeute qui s'est passée au Capitole et qui a suivi, c'est la déplatformisation de Trump et de ses supporters, que ce soit sur Facebook, Twitter et même YouTube. Donc ce qu'on est en train de voir vraiment monter, et ce n'est pas nouveau, on a une politisation vraiment très forte de toutes ces plateformes, que ce soit du côté de l'extrême droite que du côté, on va dire, plutôt progressiste. On va avoir des débats de plus en plus forts qui vont avoir lieu, on sait déjà sur Twitter, sur YouTube, etc. Et la vraie question qui va se poser, c'est comment est-ce que les plateformes vont réagir face à ça. On sait que donc il y a eu un danger quasiment de renversement de régime aux États-Unis, ce qui a donné justement cette déplatformisation de Trump et de ses supporters. C'est quelque chose qui a posé vraiment beaucoup de questions en termes de liberté d'expression. Est-ce que les supporters de Trump ont le droit de s'exprimer sur les réseaux sociaux, même si ce qu'ils expriment, c'est une envie de renverser leur gouvernement. On a aussi des plateformes qui n'étaient pas du tout prévues pour accueillir des débats politiques, comme par exemple TikTok, qui est plutôt fait pour des challenges et de la danse, et qui voit arriver des jeunes de la génération Z faire de la vulgarisation sur Marx ou expliquer comment combattre le capitalisme. Ok. Donc voilà, et on a aussi, pour finir, des petites plateformes alternatives qui vont, comme Parler, qui malheureusement a été effacé, mais qui vont récupérer tous les gens qui ont été, on va dire, virés de ces réseaux sociaux parce qu'ils ont eu une parole un peu trop prononcée. Ok, une nouvelle cartographie qui s'installe sur les réseaux sociaux. Margot, je suis désolée, tu arrives en dernier, mais on va t'écouter avec beaucoup d'attention. Tu as 3 tendances également, le crossover, le K-pop et TikTok toujours. Absolument, ouais. Je vais essayer de faire vite parce que je sais qu'on a largement dépassé le temps imparti. Moi, j'aimerais commencer par une tendance que j'ai trouvée très structurante pour les marchés du divertissement et de la culture en général, à savoir la tendance des industries créatives à l'ère du crossover. Alors, je m'explique. 2020 a vraiment marqué une étape charnière dans l'art du croisement, de l'enchevêtrement des industries créatives, notamment entre les jeux vidéo et la culture, comme on l'a dit précédemment. En 2020, on a par exemple des musées qui ont commencé à mettre à disposition leurs collections sur Animal Crossing, le jeu star du confinement. On a aussi eu des maisons de luxe comme Dior, Balenciaga, Fendi, Valentino, qui ont aussi présenté leur dernière collection sur la plateforme. Et enfin, quant aux artistes, eux, ils ont plutôt migré sur la plateforme Fortnite pour diffuser des films ou des concerts, faute d'événements. Les marqueurs de cette tendance-là, c'est Christopher Nolan, par exemple, qui va teaser son dernier film Tenet sur Fortnite. On a aussi eu le concert du rappeur Travis Scott dans le jeu Fortnite qui a réuni, je crois, 12,3 millions de spectateurs et 27 en live et 27 millions, je crois, au total. Et enfin, on a terminé l'année en beauté avec Jean-Michel Jarre, qui, lui, a réuni 75 millions de téléspectateurs dans la copie numérique de Notre-Dame. J'ai l'impression que Margot a disparu de notre groupe. On va peut-être commencer à prendre des questions, du coup, en attendant que Margot remonte. Alors, vous avez Timothée qui réclame, Marine, l'étude sur l'IA. Ouais, j'ai mis le lien dans la réponse à la question, mais voilà, effectivement, c'était pas vraiment sur la désillusion, je note juste, c'était sur des entreprises qui étaient déçues des bénéfices qui tiraient de l'intelligence artificielle. Caroline, une question qui pourrait être aussi pour toi, Marine. Est-ce que cette économie des avatars va créer de nouvelles inégalités demain? Voilà, j'ai commencé à lui répondre aussi par écrit parce que je ne savais pas si on aurait le temps. Mais effectivement, c'est tout à fait vrai. Il y a déjà des situations en fait, sur Fortnite, par exemple, où ceux qui n'ont pas le dernier skins ou la dernière danse à la mode vont être moqués, parfois harcelés. Il y a eu des articles en fait, dans des lycées américains où ces situations-là sont arrivées. Donc oui, tout à fait. Il y a le même phénomène que dans la vraie vie, un peu l'effet cours de récré. Et c'est quelque chose qu'on va décrire justement dans la prochaine revue de l'ADN.
Timothée qui demande si c'est le retour de Second Life. Alors, il faudrait se souvenir qu'avant Second Life, il y avait le Deuxième Monde, créé par Canal+, multimédia. Et il faut aller revoir les vidéos de Deuxième Monde et de la manière dont ça marchait, parce que c'est hallucinant de voir à quel point ils avaient déjà tout inventé. Alors, c'est le retour là, très clairement, sauf que sans doute que c'est un peu ce qu'on voyait aussi avec Marine dans le dossier de la revue. C'est pas un méta-univers comme dans la Matrice, comme dans le film, quoi. C'est une explosion d'univers numérique dans lequel, effectivement, comme dans la Matrice, comme dans Second Life, comme dans Deuxième Monde, on peut tout faire. Et comme le disait Alice, à la fois tous les pans de la vie avec des frontières qui s'épuisent. Eric, les dirigeants des grandes sociétés sont très réfractaires à tous ces éléments. Comment les faire bouger? S'ils résistent, pouvons-nous arriver à une forme de révolte? Alors, au niveau des révoltes, là, je pense qu'on est… Ouais, alors… L'idée, c'est évidemment pas d'en arriver là et de plutôt réussir à construire un discours qui permette justement de faire changer les choses. Mais c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de révolte, au moins en interne. On avait interviewé Sylvain Perragin assez tôt l'année dernière pendant le premier confinement qui pressentait un peu ça, qui se disait que continuer à manager comme on le faisait auparavant en ignorant complètement le contexte, c'était effectivement risquer des heurts en interne. Donc, j'ai partagé l'article qu'on a écrit à ce sujet. Alors, Olivier qui nous disait qu'on aurait dû prendre 1 heure ou 45 minutes pour faire cette émission, et il n'a pas tort. Nous en avons parlé et on s'est dit, non, on va tenir la règle des 30 minutes, puisque c'est la règle qu'on se fixe pour cette émission. Et vous pouvez lire dans l'ADN tous les jours des tendances qu'on essaye de décrypter. Le format de la revue aussi, qui va sortir début février, qui parlera et de cette bascule dans la matrice et d'économie de seconde main, enfin de tas de tendances que nous décryptons avec plaisir tous les jours pour vous et avec vous. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, 12h, vendredi, de 12h à 12h30. Merci. Merci, au revoir.